toujours avec la Tribuna Latinoamericana. À présent, bien, nous recevons en deuxième partie Jonathan Delikis. Il est comédien, metteur en scène, dramaturge. Il co-dirige depuis sa fondation en 2018 la compagnie de Broc et de Plume, située à Dijon. Formé en DUST Théâtre de Besançon, puis au CRR, alors là, j'ai pas su ce que ça voulait dire, de Tours. Jonathan travaille très tôt les œuvres du répertoire classique, portant une adoration sans précédent à Edmond Rostand, notamment en Chanteclair, tout en explorant une forme de théâtre historique avec diverses compagnies spécialisées dans l'escrime artistique, la volerie, la cascade de spectacles. Avec la compagnie de Broc et de Plume, il crée des spectacles mêlant théâtre, poésie et éducation populaire, en développant notamment un cycle consacré aux mythes et légendes de Mésoamérique, porté vers une transmission poétique et sensible d'un rapport au monde différent du nôtre. Voilà. Maria, à toi de continuer. Merci beaucoup. Donc, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Merci beaucoup de nous dédier un peu de temps. Donc, on va faire 3 parties, l'histoire de la compagnie et la création. Ensuite, on va s'intéresser au spectacle que tu proposes et finalement, on va s'attarder sur la transmission et les interventions que tu fais dans le milieu pédagogique. C'est plutôt en lien, je trouvais, les 2 parties, parce que vous êtes un peu liés dans cette nécessité de mémoire et de transmettre. Ça t'a fait écho aussi? Oui, ça m'a fait écho, effectivement. On n'est pas sur les mêmes pays. Moi, c'est plutôt le Mexique, mais on est exactement sur les mêmes thématiques. Travail de mémoire, travail d'histoire, d'éducation, de transmission, de partage. Donc, effectivement, ouais, ça m'a fait écho. Très bien. Donc, on va commencer par les origines de la compagnie. Donc, Lise l'a dit, ton parcours, il est marqué par le théâtre classique, contemporain, mais aussi des créations personnelles. Qu'est-ce qui t'a conduit à fonder cette compagnie? Et de Broc et de Plume, pourquoi ce nom? Compagnie de Broc et de Plume, elle naît en 2018 à Tours, à l'issue de mon conservatoire à rayonnement régional de Tours, d'où le CRR, avec Justine Calégilo, qui est la cofondatrice. On fonde tous les deux la compagnie. Sur une terrasse de café à Tours, où on se dit on a envie de partager notre amour de l'histoire, on a envie de partager notre amour de certains classiques, on n'est que tous les deux, allons-y, trouvons le moyen de le faire, et on fonde la compagnie donc en novembre 2018. Après cela, il se passe plusieurs petites choses. D'abord, on fait beaucoup de lectures. On a un lieu à Tours qui s'appelle La Guinguette, peut-être que des gens connaissent, où on vient en costume d'époque pour lire de la poésie, pour lire des extraits de Jules Verne, pour lire des extraits de mémoires de Janissaire ou bien du Bram Stoker. Enfin voilà, on a plusieurs cordes à notre arc et on fait des rencontres, on avance petit à petit. Et à partir de là, arrive le Covid, qui vient mettre un coup d'arrêt en fait à notre activité, à notre compagnie qui commençait à être émergente. À ce moment-là, on commençait à fonder, à monter un Molière, et puis ça a mis un gros coup d'arrêt là-dessus. Et c'est à ce moment-là que moi, je tombe dans l'histoire de la Mésoamérique. Effectivement, le Covid passant par là, j'avais du temps. En tant que comédien, et j'ai découvert cette histoire de Mésoamérique, cette histoire de la conquête du Mexique, les récits d'Hernán Cortés, les codex, toute cette vision qui est très complexe et qui nous emmène vers des rivages très lointains, qui remettent en question notre perception du monde, notre perception de la philosophie, de la poésie, de la société. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et je travaille dessus, j'écris une pièce en vers, en alexandrin, qui j'espère un jour sera montée, mais qui est une cathédrale, qui est un monument. Je la termine en octobre 2021, et c'est à ce moment-là que j'ai l'idée d'écrire des légendes
en tout cas de retranscrire certaines légendes, certains mythes de Mésoamérique, et de lancer avec la compagnie les contes aztèques, puis les voix du serpent à plumes. Alors on en parlera après. On en reparlera après. Vraiment, juste comprendre que tout a commencé donc avec la découverte de l'histoire de la conquête de Moctezuma. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a touché vraiment au point d'y consacrer une grande partie ? Parce que c'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai toujours été dans la transmission historique. Ouais. J'ai toujours travaillé avec des compagnies qui essayaient de transmettre des histoires historiques. Et moi qui écris, j'essayais de relier mon amour du classique avec l'histoire et aussi des enjeux contemporains. J'ai l'impression que l'histoire, elle a vocation à éclairer notre présent et pas à servir notre présent. J'ai l'impression que l'histoire n'a pas vocation à être une idéologie au service de notre présent, mais en revanche à justement se demander pourquoi on en est là. Et donc ces pièces que j'écrivais avec certaines compagnies telles que la compagnie Taprobane, je travaille également aujourd'hui avec la compagnie Passion de Roi, également avec Cascade Action Spectacle. J'écris des spectacles autour de certains faits historiques afin de transmettre justement une complexité humaine, une complexité de l'histoire qui aujourd'hui, dans un contexte où l'histoire est réécrite à escient idéologique, pour moi, il y a à ce moment-là un très très gros problème à réécrire cette histoire-là parce que justement, on peut pas travestir les faits. Les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Évidemment, on en a des interprétations différentes, mais cette interprétation doit venir non pas de notre perception contemporaine, mais du contexte historique. Et donc, à travers les pièces que j'écrivais pour ces compagnies, c'était une démarche pour transmettre justement ces contextes et montrer une complexité d'histoire humaine, une complexité sociétale, une complexité politique également, militaire parfois, économique. Donc voilà, parler surtout non pas des puissants, mais de celles et ceux qui sont en première ligne et qui souffrent parce qu'il y a un contexte derrière qui est induit par des puissants. Très bien. Oui, c'est toute une recherche, donc finalement historique, littéraire, anthropologique. Tout à fait. Comment est-ce que tu articules cette recherche avec la création ? Comment est-ce que tu arrives à les faire dialoguer ? Alors déjà, c'est beaucoup de temps de recherche, effectivement, c'est beaucoup de lecture. Certains ont des équipes qui leur permettent d'avancer beaucoup plus vite. Moi, là-dessus, je suis tout seul, donc je me plonge dans cette histoire et dans ce qui devient une passion et j'essaye de tirer tous les fils que je peux, je découvre beaucoup de choses et c'est au fil de ces découvertes que les idées commencent à émerger au profit de l'artistique. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'avais dû simplement me cantonner à ma première découverte des récits de la conquête, j'aurais certainement écrit quelque chose d'épique, en tout cas qui se voulait épique, dans la droite ligne de certaines séries historiques qu'on peut voir sur certaines plateformes. Qu'on ne va pas citer. Mais c'est à ce moment-là que en fait, je découvre une langue, que je découvre une philosophie, une poésie, une vision du monde. Et c'est là que ça m'interpelle et que je me dis, mais en fait, il faut rentrer dans la psychologie des gens de l'époque pour pouvoir proposer quelque chose qui soit historiquement honnête, qui soit vraisemblable, intellectuellement aussi honnête, oui. Et aussi plutôt inédit, parce que quitte à faire de la ratatouille, autant faire une ratatouille qui se démarque du reste. En l'occurrence sur ma tambouille personnelle, c'est surtout aller chercher le brin poétique des petites gens pour
en faire un souffle épique, pour en faire une histoire. En l'occurrence, dans les Voix du serpent à plumes, je m'attelle surtout aux mythes et aux légendes de Mésoamérique, mais pour pouvoir les transmettre, il a fallu que je me demande comment les gens à l'époque, dans ce contexte géographique, politique, économique, percevaient le monde et quel était leur propre rapport au mythe. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes et femmes du XXIe siècle, on a un rapport au mythe qui a donné mytho, et donc pour nous, le mythe, c'est l'invraisemblable, c'est le mensonge, c'est le fantasme. Alors que avant Platon, le mythe était ce qui était vraisemblable, ce qui était vrai et qui était indiscutable. Voilà. C'était une philosophie de vie aussi. Totalement. C'était des enseignements. Alors, dans cette ratatouille dont tu parles, il y a aussi ton choix de l'écriture en vers. Donc, tu as choisi une forme versifiée, héritée de la poésie nahuatl. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir bien prononcer. Insochitlincuicatl. Voilà. La fleur et le chant. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi cette forme et en quoi est-ce qu'elle est essentielle à ta démarche ? Pour deux raisons. La première, mon amour pour Edmond Rostand. Son écriture en vers m'a toujours transporté, et surtout, il a une écriture en vers qui flirte avec la prose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'écouter cette poésie, ce flux de mots, on rentre dans un rythme, on rentre dans un souffle, c'est très pulmonaire, et on en oublie que ce sont des vers. Bien sûr, ça demande une technique, la technique de l'alexandrin, une technique de la diction de l'alexandrin, d'un respect également, du muet notamment, de la synérèse, il y a la diérèse, etc. On entend les rimes, mais il y a un moment donné où on en oublie totalement le fait que ce sont des vers, et on se laisse juste porter par ces mots comme si on était ballotté par des vagues. Et moi, ça m'a toujours transporté, et j'ai toujours eu cette envie de faire un peu pareil. Évidemment, je n'ai pas le niveau d'Edmond Rostand, et je l'aurai certainement jamais. En revanche, je peux essayer de tendre à et voir ce que ça implique pour moi d'un point de vue du processus d'écriture, de ce travail-là. Donc ça me remet beaucoup en question sur comment j'écris, sur comment je vais aller chercher le mot juste, la rime juste, le rythme juste, parce que tout ça c'est de la musique, pour paraphraser Alexandre Astier, c'est le texte, c'est de la musique. Et vis-à-vis de Insochitlincuicatl, ça a fait lien directement avec moi, parce que j'ai découvert le travail de Patrick Saurin, qui est l'un de nos spécialistes en France de la poésie nahuatl, qui a traduit de nombreux poèmes de Netzahualcoyotl, un seigneur, poète, ingénieur, chef de guerre, philosophe de Texcoco, sur les rives du lac autour de Mexico-Tenochtitlan à cette époque, XVIe siècle. Et il écrit le fait que les Nahuas appelaient poésie Insochitlincuicatl, c'est-à-dire un diphrasisme, une métaphore qui est une double métaphore de la fleur et le chant, là où les Européens ont repris le verbe grec poies, qui signifie faire, fabriquer. Donc pour les Européens, quand on fait de la poésie, on fabrique, on est actif dans la fabrication. Pour les Nahuas, Insochitlincuicatl, ça signifie que le verbe, le mot, éclot, le poème éclot comme une fleur, s'ouvre et répand un parfum qui est semblable au chant, qui va se perdre dans l'atmosphère, puis ensuite faner instantanément. Donc ça met en évidence l'aspect éphémère de la poésie pour les Nahuas. Là où les Européens, on a un peu tendance à l'écrire, à le graver et à le figer. Là-bas, non. On le dit.
on le dit, et c'est des choses qu'on apprend par cœur, c'est des choses ce sont des poèmes qu'on se répète et qu'on communique et qu'on partage. Ils n'ont pas de système d'écriture. Justement, je te disais, c'est lié au fait aussi que les langues originaires des peuples originaires sont orales. Totalement. Il faut quand même attendre la conquête et pratiquement les années 1540-1560, après la chute de Mexico-Tenochtitlan en 1521, pour que les nouvelles générations, les enfants de ceux qui ont vécu la conquête, aillent dans les écoles tenues par les moines, tenues par les prêtres, et qu'ils apprennent à écrire en langue, en écriture romane, leur propre langue. Alors c'est un gros processus d'assimilation qui est mis en place effectivement pour pouvoir se demander le nahuatl qui ne souffre pas d'un système d'écriture tel qu'on le connaît en Europe, comment on le retranscrit. Et c'est à ce moment-là que certaines qui se souviennent des récits des grands-parents ou des parents, qui se souviennent des poèmes, qui se souviennent des témoignages également, d'une certaine mémoire, commencent à retranscrire. Et donc, effectivement, ça nous est parvenu. Les poèmes de Nezahualcóyotl nous sont parvenus grâce à ça. Mais à l'époque, on écrivait avec des glyphes, c'est-à-dire des images, des représentations animales, florales, architecturales aussi, des humanoïdes. Faut imaginer la page comme une espèce de rébus. Comme en Égypte. Exactement, comme en Égypte, sauf que c'est un petit peu moins bien ordonné qu'en Égypte. En Égypte, on a quand même cette espèce de ligne. C'est pas le cas pour les Nahuas où on écrit sur la page d'une manière un peu désordonnée et c'est le fil qu'on va tendre entre les différents glyphes qui va donner l'ordre de lecture. C'est-à-dire que je peux commencer en haut à gauche de la page et terminer au centre en ayant passé par en bas à droite, un petit peu au milieu, un petit peu en haut, puis en fait revenir. Ça a l'air très simple comme ça a l'air très simple, oui. En fait, c'est un code. Et t'as réussi, toi, à lire, à interpréter ? À partir du moment où on connaît le code, c'est lisible. À partir du moment où on connaît le code, on peut remettre en perspective les différentes informations qui sont sur la page. Et tu ne trompes pas de sens ? Pour le coup, il n'y a pas vraiment de sens. Il n'y a pas vraiment de sens et faut savoir que la lecture de ces textes était quand même réservée à une certaine élite. D'accord. Donc qui avait les codes et qui savait l'écrire et qui savait pourquoi ils l'écrivaient et comment les interpréter également. Le commun des mortels n'y avait pas accès. Donc c'était surtout les prêtres, l'aristocratie. Et donc effectivement la manière dont la page était ordonnée était très claire pour tout le monde à l'époque. C'est effectivement le problème qui est apparu lorsque les conquistadores sont arrivés, qu'ils ont vu ces pages avec la représentation de la divinité des enfers, Mictlantecutli, et puis de l'autre côté on a Mixcli, le crâne qui représente la mort, et puis on a des fleurs, et puis on a quelque chose qui est complètement pour eux ubuesque. Donc c'était l'œuvre du diable et donc c'était quelque chose à détruire. On a perdu 90% de tout ce qui était, tout ce qui avait été retranscrit en codex. Très bien. Alors on va passer à la deuxième partie sur tes spectacles. On commence par la Malinche, entre deux mondes. Donc tu as choisi justement d'explorer entre deux mondes. À la fois il y a les deux mondes, mais il y a aussi la figure controversée. Tout à fait. À la fois héroïne, maîtresse, passeuse. Comment est-ce que tu as abordé ce personnage si ambivalent ? Pour la Malinche, je me suis déjà appuyé sur les travaux de Camilla Townsend, qui est une chercheuse américaine qui a fait un très très gros travail sur Malinche qui s'appelle Malincine Choices en anglais donc les choix de Malincine. Il y a, juste pour préciser, justement, il y a plusieurs noms
qu'on lui accorde. Doña Marina, effectivement, donc le nom de baptême, qui a donné du coup Malinche, qui a donné Malintzin, parce que le Tzin en nahuatl, c'est une marque honorifique. Et donc, elle était considérée quand même comme quelqu'un d'honorifique, en tout cas d'honorable quand elle intervenait. Mais ça a aussi donné le mot Malinali, qui est du coup le mot qu'on retrouve dans le calendrier Nahua, aztèque, le Tonalpowali, mais aussi le compte des jours longs, qui est le glyphe de l'herbe et qui est un signe néfaste. Donc elle porte avec elle aussi cet aspect néfaste. Donc je me suis appuyé moi sur les travaux de Camilla Tonsen et notamment sur le fait que Malinche, elle est souvent considérée comme une traîtresse ou comme la mère du métissage au Mexique. Donc elle a cette ambivalence à la fois positive et négative, mais on en oublie en fait en tout cas pour l'aspect traîtresse, on en oublie le fait que c'est avant tout une jeune fille de 18-19 ans. Esclave sexuelle qui se fait embarquer dans une histoire qu'elle ne comprend pas forcément. Mais comme je pense 95% des personnes à l'époque ne comprenaient pas forcément ce qui se passait sur le moment T. Je pense même que Cortés lui-même ne savait pas vraiment où il allait, qu'il y avait peut-être un projet, mais qu'il composait souvent avec l'inattendu. Et donc, effectivement, voir débarquer des nouvelles personnes comme ça sur le rivage, qui sont en armure, ont des épées, ont des chevaux, ont des chiens de guerre, des canons, c'était un bouleversement mental, un bouleversement social et politique également, et dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants jusqu'à la fin de Mexico-Tenochtitlan, la chute de Mexico-Tenochtitlan en 1521. Donc Malinche, elle est dans ce contexte-là, elle est juste donnée à ces Espagnols. Elle avait été donnée aux Mayas, elle avait été avant juste donnée aux Nahuatl, et donc elle est passée de main en main, comme une marchandise, et c'était courant. C'était assez courant d'avoir comme ça des jeunes filles, surtout des jeunes filles qui passaient de main en main pour derrière soit servir effectivement d'esclaves sexuels, soit se marier et donc devenir l'une des nombreuses concubines d'un Tlatoani local. Pour des raisons diplomatiques, pour des raisons économiques également. Donc, pour nous, aujourd'hui, ça paraît complètement horrible comme destin, et ça l'est pour notre perception. Mais à l'époque, c'était, entre guillemets, monnaie courante. De passer de main en main, de s'échanger aussi des femmes d'une cité à l'autre, et notamment toutes les jeunes filles, c'est-à-dire autant des jeunes filles issues de la classe sociale la plus basse que de l'aristocratie. Elle était un peu noble. Voilà, exactement. Elle faisait partie d'une espèce de bourgeoisie. Donc c'était pas n'importe qui. Elle parlait très bien le nahuatl. Et elle a appris. On pense. Et ça, c'est Camilla Tonsen qui le met en évidence. On pense qu'elle parlait le Popoluca. Le Popoluca, qui est une langue aujourd'hui au Mexique, qui est parlée dans l'état de Veracruz, et on n'a que 2 dialectes. L'un qui est parlé par 4000 personnes et l'autre par 200. Sachant qu'il y a une langue qui disparaît toutes les 2 semaines dans le monde, il y a fort à parier que le Popoluca parlé par 200 personnes soit bientôt en voie d'extinction. Et on pense qu'elle avait une maîtrise de cette langue, mais elle parlait aussi le maya yucatec, qu'on a complètement perdu. Puis, effectivement, elle a appris très rapidement l'espagnol. Est-ce qu'elle avait des prédispositions ?
Moi, je pense que c'est surtout un instinct de survie, en fait. Un instinct de survie, l'être humain, il est capable des choses les plus merveilleuses comme des choses les plus horribles dans des situations où justement sa survie est en jeu. Et donc, en l'occurrence, je pense que pour Malinche, elle avait cet instinct de survie absolument plus développé et aussi, effectivement, elle maîtrisait certaines langues et qui lui ont permis de passer devant certains Espagnols qui maîtrisaient. Jerónimo de Aguilar, justement, qui maîtrisait le maya. Et donc, elle lui est passée devant très rapidement, si bien que à la fin de la conquête, il lui en a encore beaucoup voulu et il s'est réjoui de sa mort très bien. Après. Bon, sans nous spoiler, on comprend un peu que tu défends, mais c'est aussi une thèse que les historiens récemment au Mexique défendent en disant que finalement Malinche, de toute façon, elle n'allait pas empêcher à elle toute seule la chute de l'Empire. Non. Et que, au lieu de penser qu'elle s'est opposée à son peuple, elle l'a certainement épargné aussi. Ça, oui, c'est une théorie. C'est une théorie qui est plus moderne, on va dire. Oui, totalement. En fait, il faudrait déjà, à partir de la notion de peuple, définir la notion de peuple en Mésoamérique. Ouais. Est-ce qu'on peut définir en un seul peuple, en un seul bloc, la Mésoamérique qui est une espèce de mosaïque de peuples, de langues, de cultures. Je veux dire, on a les Mixtèques, on a les Zapotèques, on a les Xochimilcas, on a les Tepanèques, on a les Tlahuicas, on a les Otomi, on a les Huastèques, on a les Totonacs. Enfin, on a une multitude de peuples. Et encore aujourd'hui, au Mexique, on a 68 dialectes en tout au Mexique qui sont reconnus. Et donc, est-ce qu'elle a voulu les sauver ? Je pense que non. Parce que certains documents qui nous sont rapportés de l'époque, certains codex, nous disent que on la nommait comme alors en anglais ça va être one of us people here, l'une de nous des peuples d'ici. Donc elle est de notre côté mais pas trop. Elle fait pas partie de notre peuple. Elle ne fait pas. Les Mexicas considéraient qu'elle ne faisait pas du tout partie de leur peuple, alors qu'elle avait quand même cette ethnie Nahua avec elle. Les Mexicas sont des Nahuas et les Nahuas c'est une multitude de peuples également et sur toute la vallée de Mexico, mais bien au-delà également. Et donc, est-ce qu'elle avait voulu les protéger, sachant qu'il l'avait vendue aussi? C'est difficile à dire. Et est-ce qu'elle a cautionné? C'est difficile à dire aussi. Il y a beaucoup d'opportunisme en fait de la part des Espagnols à ce moment-là, de pouvoir réécrire les faits, et Cortés a été l'un des premiers à retranscrire des faits sous un jour qui lui était favorable, parce qu'il ne faut pas oublier que les lettres qu'il écrivait étaient à destination de Charles Quint, dans le but de légitimer son action contre Diego Velázquez, qui était le gouverneur de Cuba et qui voulait voir arrêter, mettre au fer Cortés. Et c'est la raison pour laquelle Velázquez a envoyé Pánfilo de Narváez pour justement arrêter Cortés, et que Pánfilo s'est fait surprendre par Cortés, mais c'est une autre histoire. Je pourrais en parler des heures. Alors, donc avec Malinche, on a compris, on est plus dans l'histoire réelle, peut-être. Tout à fait. Ton interprétation de l'histoire aussi, parce que c'est encore un sujet de débat. Avec Conte Aztèque, c'est un autre spectacle que tu proposes. Tu décides de plonger le public dans les récits mythologiques, poétiques. Et je voudrais savoir comment est-ce que tu arrives à rendre ces légendes qui sont très complexes, accessibles et vivantes. La relation avec le public surtout. C'est via le lien avec le public. J'ai une sainte horreur du quatrième mur.
Et donc, j'ai aussi beaucoup de mal à, en tout cas dans ce contexte de spectacle-là, à les jouer sur une scène. On les a joués sur scène surélevée, donc à distance du public. On les a joués en plein pied avec le public, donc au même niveau que le public. Et force est de constater que c'est lorsqu'on est au même niveau du public qu'il y a un lien qui se crée, il y a une émotion particulière qui se partage et l'histoire est beaucoup mieux transmissible. Et mieux transmissible par ce biais-là. Quand on est sur scène, il y a une distance tout de suite qui s'applique. Et donc le lien avec le public est difficile à établir. Et donc effectivement, ça, pour pouvoir transmettre ces histoires-là, on casse le 4e mur, on est les yeux dans les yeux, on joue à 20 cm des gens, on raconte à la manière de ce qu'on peut imaginer, comme si on était autour d'un feu, pour se raconter des histoires le soir, mais aussi en pleine journée, ça marche aussi, et renouer également avec certaines traditions ancestrales, pas seulement des peuples natifs, mais également des peuples préhistoriques. On sait aujourd'hui que Néandertal se racontait des histoires. Donc comment il se le racontait ? Dans les grottes, certes, mais aussi devant des feux, autour des feux, mais aussi lors de grandes cérémonies où plusieurs tribus se réunissaient en un endroit pour échanger des biens, mais raconter des choses, donner de l'information. Et donc, c'est dans cette ligne-là de transmission, de pouvoir, un peu primitive, de pouvoir être en contact avec les gens. Et dans les voix du serpent à plumes, c'est un peu le même système qui s'opère ? Voilà, c'est ça. En fait, la différence avec les contes aztèques, c'est que les contes aztèques, on est en frontal, plutôt classique, donc le public d'un côté et les artistes, on va dire, de l'autre. Et sur les voix du serpent à plumes, c'est un spectacle à 360 degrés, donc moi, je suis seul en scène. Au milieu, je suis entouré des 4 divinités primordiales qui représentent le nord, le sud, l'est, l'ouest. Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca et Xipetotec. Et en étant au centre de tout cela, je renoue avec l'idée selon laquelle les Mexicas, à l'époque, se considéraient comme étant au centre du monde également. Faut pas oublier que Mexico, ça signifie le nombril de la Lune. Donc en fait, c'est un centre. Et à partir de là, effectivement, le centre rayonne dans les 4 directions de l'univers et tout le public est assis autour de moi, par terre, sur des coussins aux couleurs du Mexique. Et je circule entre les différentes directions, entre les gens, je leur parle à 10 cm ou complètement avachis sur leurs genoux, mais voilà, créer du lien. D'accord. Alors, tu es tout seul sur scène. Sur celui-ci, ouais. Voilà. Et il y a également la présence, si je peux dire, d'un autre acteur, les instruments traditionnels et les sons, et qui tiennent quand même une place forte dans tous tes spectacles. Tout à fait. Je voulais savoir comment est-ce que tu as abordé cette présence musicale ? In Xochitl-Cuicatl. Voilà, la fleur et le chant. Effectivement, étant donné que les mythes et les légendes ont été retranscrites en vers, il y avait déjà une musicalité. Et j'avais besoin d'accompagner cette musicalité verbale par une musicalité sonore qui était autre. Et qui renoue aussi avec certaines sonorités, certaines harmonies, soit natives, soit primitives. Donc effectivement, le tambour est un instrument qui existe depuis la nuit des temps. Oui. Et quand je dis depuis la nuit des temps... avec des peaux de bêtes. Exactement, c'est-à-dire que ça remonte à Homo habilis au moins. Ouais. Si la flûte, pour ce qui est de la flûte, on sait que Néandertal faisait des flûtes aussi, que en os, mais aussi certainement en d'autres éléments végétaux peut-être. En l'occurrence, les miennes sont en canne à sucre, donc chauffée, donc il y a un son aussi qui est très particulier. Et
elles ont vraiment cette sonorité en 432 Hz pour les connaisseurs qui est alignée avec les sons natifs. Et donc ça nous embarque. Ça crée vis-à-vis de notre imaginaire européen, en tout cas, ça nous emmène directement dans un ailleurs. Un peu exotique certainement, mais en tout cas qui est proche de ce qui se fait encore aujourd'hui au Mexique, dans certaines communautés et aussi dans certaines fêtes locales où les touristes ne sont pas les bienvenus. Très bien. Alors on va passer à la troisième partie, la transmission et tes interventions dans le milieu scolaire. Donc on va commencer par les ateliers pédagogiques. Donc tes spectacles, ils sont toujours accompagnés d'ateliers, diction, éloquence, théâtre d'ombre, écriture. Quelle était ton idée derrière cette dimension éducative ? C'était de pouvoir continuer sur cette lancée de transmission et de partage et de sensibilisation. Je l'ai peut-être pas mentionné au début, mais c'est vrai que quand je suis tombé dans cette histoire de conquête, je suis tombé dedans avec l'histoire de la mort de Moctezuma Xayócotzin, donc le Tlatoani, donc le souverain qui a rencontré Hernán Cortés en 1519. Et sa mort fait débat. Sa mort fait débat parce que en fait, on ne sait pas comment il est mort. On a 2 ou 3 versions qui s'opposent. Et en fonction de certaines cités, il y a une propagande qui s'applique. Cortés applique aussi sa propre propagande. Bernal Díaz y Castillo également. Donc en fait, il y a un mystère autour de cette mort. Et en découvrant ça, je me suis dit, c'est pas normal que ça a 500 ans et on ne sait toujours pas comment ça s'est véritablement fini à ce moment-là. Et j'ai voulu en fait rendre justice à ça. Alors, qui je suis pour rendre justice, mais en tout cas, c'était. Oui, mais c'était, oui, mais c'était surtout, à mon niveau, de pouvoir collaborer dans cette idée de rendre justice, ramener une espèce de vérité, ou en tout cas une honnêteté intellectuelle sur un débat qui est encore en cours. Et qui souffre énormément soit d'une propagande acharnée par une certaine partie des protagonistes ou d'un fantasme. Et j'avais envie de déconstruire ça et d'essayer de sensibiliser et de transmettre quelque chose de beaucoup plus floral, on va dire, de plus poétique, de plus vrai ou de plus vraisemblable. Et donc les projets pédagogiques que je mène avec des collèges et des lycées visent justement à transmettre cette vision beaucoup plus dépourvue du sanguinaire, dépourvue du bon sauvage, du mythe du bon sauvage, et aller vers quelque chose de plus humain, de plus poétique, de plus aussi dans l'amusement. On fait beaucoup de marionnettes avec les jeunes. Ils construisent leurs propres marionnettes à partir des représentations des divinités que je leur montre. On en parle, etc. Donc ça donne lieu parfois à des créations qui sont incroyables et avec des matériaux de récupération et de tout ce qu'on peut trouver. Et on renoue par ce biais-là à une tradition un peu chamanique, dans le sens où la plus vieille marionnette, elle date de 30 000 ans. Donc il y avait déjà à cette époque-là, 30 000 ans, on est plutôt sur Homo sapiens, mais il y avait déjà à cette époque-là un besoin de représenter le monde par une figurine articulée qui soit représente un personnage, soit représente une divinité. Et c'était aussi présent en Mésoamérique. On avait également des statues. Alors, elles n'étaient peut-être pas forcément articulées. En tout cas, on n'a pas énormément de traces de statuettes marionnettiques. On a des figurines mayas dont la tête
bouge un petit peu. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est un défaut? En tout cas, ça pose question. Mais de là à ce que ce soit une marionnette, c'est... non. D'accord. Donc tu l'as dit, tu interviens régulièrement dans les collèges et des lycées. Donc est-ce que tu peux nous préciser à partir de quel âge est-ce que tu peux intervenir? Enfin, tu peux intervenir parce que il me semble que avant aussi peut-être, avant le collège. Alors avant le collège, oui, c'est pas le même travail. D'accord. C'est pas le même travail. C'est vrai que j'interviens plus entre la 6e et la seconde, tout simplement parce qu'en première terminale il y a le bac et donc ça devient compliqué. Et puis alors la seconde, ça permet de faire le lien avec justement le programme en espagnol et cette ouverture dans l'Amérique latine. En 6e, ça leur rouvre des perspectives sur le programme d'histoire qui va arriver, donc la conquête, mais également quand ils vont commencer l'espagnol, ils arrivent déjà avec un certain bagage qui leur permettent de comprendre mieux certaines notions. C'est une bonne approche de la langue. Voilà, oui, effectivement. Et j'en profite également pour dire que dans ces ateliers, on parle nahuatl. Et je mets en lien, en relation, justement, des termes français qui nous viennent de l'espagnol, qui eux-mêmes nous viennent, en fait, du nahuatl. Tout bêtement, chocoatl. Voilà, qui a donné chocolate et le chocolat. Et c'est un mot nahuatl et qui signifie simplement eau amère. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut te contacter Alors, on est sur les réseaux. Ouais. On est sur les réseaux au nom de la compagnie de Broc et de Plume. BROC pour le mot Broc et Plume. Je pense que tout le monde sait écrire le mot Plume. Et on est donc sur les réseaux. On peut nous contacter donc par mail. On peut nous contacter par téléphone. Il y a mon numéro de téléphone qui est sur les dossiers qui sont sur le site internet également et sur les pages des réseaux. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que tes spectacles s'inscrivent dans le Pass Culture. Tout à fait. Donc, ce qui signifie que potentiellement, tout le monde peut faire appel à toi avec le budget du Pass Culture et pas forcément avec le budget des établissements. Totalement. Et justement, dans cette idée d'éducation populaire, c'est à mon sens hyper important de pouvoir en tout cas se battre pour que ce Pass Culture continue de perdurer parce que la culture ne doit pas être rentable. La culture est un bien commun. Oui, je suis d'accord, il y a à boire et à manger, mais il en faut pour tout le monde. Et puis l'acte artistique n'a pas vocation à être mercantile et à faire commerce. Effectivement, on a des problématiques économiques liées au salaire, liées à tout ça. Mais en l'occurrence, via le Pass Culture, pour moi, c'est une manière effectivement de faire en sorte que les parents, les enfants, mais l'établissement scolaire, qui sont quand même payés avec nos impôts, puissent bénéficier de spectacles qui viennent dans le sein des saints, c'est-à-dire l'établissement scolaire, et qui n'ait absolument rien à débourser. Je pense que l'État doit bien ça à ses enfants de la République. Très bien. Écoute, merci beaucoup, parce que je sais que tu viens de province, mais tu te déplaces aussi Oui, de Dijon. Voilà. Et tu peux te déplacer sans problème. Je suis un nomade. Très bien. Écoute, merci beaucoup avec grand plaisir de cette visite et à très vite. Merci à toi. Good day.
Oui, ben c'était une chanson qui s'intitule Cuna Azteca, c'est-à-dire le berceau aztèque, je crois. Cuna, c'est ça. Et voilà, on va continuer avec l'agenda.